combat ou du nouveau combat qu'il se prépare à assumer. Parce que c'est un homme de combat. Comme il a dit dans son livre, il s'est battu pour être ingénieur. Il s'est battu pour sa famille. Il s'est battu pour son pays. Il s'est battu pour dans la démocratie. Il s'est battu pour le bien-être des populations. Parce que c'est le seul homme politique qui a fait autant de kilomètres à l'intérieur du pays, de l'opposition à l'avènement au pouvoir. C'est quelqu'un qui connaît le Sénégal. Il est aujourd'hui le président de la République. Mieux que tout le monde. Candidat à la candidature. Incontestablement. Tout à fait. Alors, mieux que tout le monde, parce qu'il a occupé des postes stratégiques qui lui ont permis d'entendre le pouls des Sénégalais, qui lui ont permis d'entendre la respiration de tous les terroirs de ce pays-là. Et c'est pourquoi il a un amour, je dirais même tyrannique, de ce peuple et de ce pays. Et c'est peut-être ce ressort à la fois psychologique, moral et mental qui donne au président Macky Sall cette force intérieure tranquille qui justement lui permet de remporter les batailles les plus difficiles. Dans les élections, on reviendra bien entendu sur la présidentielle du 24 février. Et là, Jean-Milou Kassé, un homme serein, le président Macky Sall. Malgré tous ces propos, je veux par exemple revenir sur cette dernière missive, je l'appellerais ainsi, à savoir le clip de Kergui qui traite Macky Sall de saï-saï. Bon, il le prend bien. Vous qui le dites, moi je m'interdis par principe de commenter des propos de ce genre. Par principe, je m'interdis. Je pense que... Il n'y a pas une communication à faire ou, non, par exemple, au niveau de la présidence, communiquer. Non, je veux dire, on ne peut pas quand même communiquer sur des caniveaux. On ne peut pas. Moi, je ne peux pas. Moi, je m'interdis de le faire. Je suis un peu dans le domaine des arts et de la culture, ce que les gens oublient très souvent, ou ce que certains oublient très souvent. J'ai d'abord milité dans ce qu'on appelait le Front culturel sénégalais. C'était un détachement du mouvement progressiste démocratique du Sénégal qui a exhumé Aline Sitoé Diatta, qui a exhumé Lamine Senghor, qui a valorisé les figures héroïques de notre histoire, comme Lat Dior, comme El Hadj Omar Tall, comme Albouri, comme Ndiadiane Ndiaye, comme les rois du Sine, du Saloum, comme Cheikh Souleymane Baal, cette grande figure de la révolution de 1776, donc bien avant les révolutions américaines et françaises, et qui ont instauré la démocratie sur tous les plans, et même qui ont élaboré une charte basée sur les principes de la bonne gouvernance. Ce mouvement culturel a également produit une poésie extraordinaire, très diversifiée, en langue nationale, en français, pour éveiller les consciences. Donc l'homme de culture que vous êtes ne peut pas souffrir d'entendre des acteurs dits culturels dire certains propos. Je connais aussi le processus de création artistique. Je connais bien le mouvement hip-hop, au moins depuis 1989. J'ai suivi son évolution. J'ai même mis des ressources. C'était en 1996, je crois, pour qu'un étudiant fasse son mémoire sur le mouvement hip-hop. Je connais très bien. Et j'ai toujours dit que ce qui est valable dans le mouvement hip-hop aux États-Unis ne l'est pas forcément ailleurs. Au Sénégal, et que c'est pas les sociétés sont différentes. Voilà, c'est pas le mimétisme qui vous permet de monter sur le podium de l'art et de la culture sur le plan international. Ce n'est pas le mimétisme. On ne peut pas se permettre de faire comme tout le monde le fait aux États-Unis ou en France. Oui, le hip-hop américain est basé sur le clash. Il est né dans la violence. Des invectives, quelquefois, la violence. Des invectives, des injures. Il est né dans ça. L'art et la culture au Sénégal ont toujours été sous des formes d'expression
qui peuvent être extrêmement critiques. Sembène Ousmane a été très critique par rapport à Senghor. David Mandessi Diop a été critique par rapport au colonialisme, au néocolonialisme. Mais sans verser dans l'invective. Sans verser dans l'injure, le propos irrespectueux. On me dira oui, c'est les nouvelles formes, etc. Mais attention, les formes drainent des contenus, mais encore faudrait-il que ces contenus soient des contenus véritablement artistiques. Et la véritable valeur de la production ou d'un produit artistique, c'est sa longévité. Mais ce n'est pas une injure qu'on préfère aujourd'hui et qui est vite oubliée. C'est pourquoi je ne peux pas communiquer. C'est la réponse donc, que nous donne El Hadj Kassé par rapport à ce clip de Keur Gui. Honnêtement, j'ai entendu parler, je n'ai pas écouté. Vous n'avez pas écouté? Non, je n'écoute pas les injures, les propos de ce genre. Oui, alors, El Hadj Hamidou Kassé, chargé de la communication, ministre conseiller, porte-parole du chef de l'État, il n'empêche que le président Macky Sall a eu, à un moment donné de l'histoire, besoin d'écrire, d'où son livre « Le Sénégal au cœur ». Est-ce à dire que sur le plan de la communication, il lui manquait quelque chose, il fallait que lui-même se prête à ce jeu pour parler de lui, de parler également de ce qu'il fait? Non, en fait, ce n'est pas le ressort de ce livre. Le président a présenté son livre il y a environ un mois, presque, oui. Je crois, au tout début décembre, pour dire qu'il avait ce besoin intérieur de se livrer, d'être en contact direct avec son peuple, avec son pays, pour que les gens le connaissent davantage, non pas seulement en tant que politique et chef d'État, mais en tant qu'homme. Être humain. Et c'est pourquoi il a déroulé ce récit très poignant, ce récit authentique, parce qu'il s'est lâché. Il a parlé de sa famille, de la modestie de sa famille, de la modestie de sa famille. Il a parlé de cette famille en des termes extraordinaires. Certes, des revenus modestes, mais aussi une famille qui connaît les valeurs de dignité, qui connaît les valeurs de courage, qui connaît les valeurs de dépassement, qui connaît les valeurs de surpassement de soi, qui connaît également la lutte pour briser le destin, sortir du destin, sortir du cocon de la situation qu'on a trouvée, pour être simplement celui qu'il est devenu aujourd'hui. Oui, et pour être celui qu'il est devenu. Je pense que c'est un exemple extraordinaire. Alors, vous savez, quand il présentait son livre, je discutais avec des élèves qui ont tout fait. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont eu mon téléphone, mais toujours est-il qu'ils étaient là. Il y avait au moins une quinzaine de jeunes élèves qui m'ont dit, nous, il faut qu'on vienne. Et certains m'ont dit, moi, je veux être président de la République. Donc je veux venir... En suivant un peu l'exemple... Voilà, à la séance de présentation pour écouter le président et le voir moi-même lui serrer la main. J'ai invité ces enfants qui sont venus et c'est de jeunes enfants en classe de première et terminale, mais qui ont déjà une vocation, qui disent qu'ils veulent suivre le chemin du président. C'est vrai que l'histoire donné en fait et absolument. C'était aussi l'objectif du livre, pour montrer que tout est possible. C'est vrai que l'histoire ne se répète pas, mais moi j'ai encouragé fortement ces jeunes élèves à persévérer, à savoir que nous tous, nous pouvons sortir du destin. Mais est-ce qu'il avait le temps matériel, technique, d'écrire ce livre? Parce que c'est encore la question que se pose les élèves. Vous savez, quand on décide d'écrire, ça vient des tripes, ça vient du ventre, ça vient même de ton corps. Il suffit de tenir son stylo et ensuite et dès lors que tu t'y engages, dès lors que tu t'y engages, surtout si ça relève de ton intimité, tu ne peux plus arrêter. Donc ça, c'est une réponse à ceux qui disent qu'il y a eu un nègre derrière pour écrire à la place du chef de l'État. Non, vous savez, je vais vous expliquer une chose. Un président de la République a un temps consacré à ses fonctions, intégralement. Intégralement.
les fonctions de décision, les fonctions de représentation, les fonctions de prise de parole, les fonctions de etc., etc. Mais dans l'intervalle de tous ces temps multiples, il peut toujours avoir une intériorité à extérioriser, une intimité à sortir, quelque chose qui sort de lui, oui, qui lui a permis d'écrire cet ouvrage. Mais il écrit son livre. Il faut pas, on n'est pas dans la clandestinité entre guillemets. Il écrit son livre. Comme nous tous, nous écrivons nos livres, nous donnons à des gens qui corrigent, qui lui font des suggestions, etc. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Exactement comme ça que ça s'est passé. Si nègres il y a, ce sont des nègres correcteurs. Et ça, c'est qui est tout à fait normal. C'est pas plus. Hein. Moi, j'ai fait quoi, 5, 6, 7 ou plus de livres. Mais à chaque fois, je suis obligé de donner à des amis qui corrigent. Qu'il y ait un regard différent. Voilà. Même en matière de poésie, quand tu termines ton recueil, tu donnes à des gens, ils te font des suggestions en te disant oui, mais telle image, elle pouvait être améliorée, ou tel vers pouvait être renforcé, ou tel mot affaiblit ton recueil, ou alors telle métaphore n'est pas adéquate parce que ça rend obscur. C'est le puriste qui parle. Comment? C'est le puriste qui parle. Oui, ça c'est l'homme de lettres qui parle. Parce que bon, moi, ça c'est un peu ma vie. Et je pense que quand vous lisez ces livres, vous retrouvez forcément le président Macky Sall. Du point de vue du style. Un président parce que nous, on le connaît comme homme simple. C'est-à-dire qu'il s'exprime de la manière la plus simple et la plus claire. Mais un homme également dans sa communication qui est dans l'air du temps. Il y a par exemple ce vendredi le journal Sud Quotidien qui est revenu sur la communication digitale du président de la République Macky Sall. Vous êtes à ses côtés en tant que conseiller principal en matière de communication. On nous donne un chiffre, par exemple, de 1 221 000 internautes qui suivent et le compte Facebook et Twitter du chef de l'État. C'est la main de El Hadj Kassé ou c'est la main du président. Évidemment, El Hadj Kassé n'est pas en démiurge, je n'ai pas seul. Je suis avec des équipes, qui nous appuient et nous appuyons tous le président dans sa communication. Nous sommes des compléments, si vous voulez. Nous valorisons ce que le président fait et sait déjà faire. Et si vous voyez du point de vue du style, pour en revenir à son livre, il s'exprime naturellement, comme il s'exprime avec les journalistes, comme il s'exprime dans ses discours, dans ses différents discours, comme il s'exprime quand il s'agit d'expliquer quelque chose. C'est très il ne le fait pas très souvent, il l'a fait très récemment, au lendemain du 31 décembre. On peut y revenir. Alors, pour ce qui est de la communication digitale, le président y est depuis qu'on était dans l'opposition. Et il suit bien l'évolution de ses comptes, des comptes de la présidence, les comptes également de ses homologues sur le plan international, parce que aujourd'hui, la communication digitale permet d'être en temps réel dans le monde. Elle permet de partager une idée, une proposition, un sentiment, une émotion en temps réel. Ça permet également d'éviter les fake news, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis. On sait que par exemple le président américain Donald Trump est très souvent sur Twitter, entre autres. C'est une manière également pour le chef de l'État sénégalais d'être dans son monde, comme on dit. Le président utilise son compte pour des raisons strictement institutionnelles. Et c'est pourquoi il n'y a pas de subjectivité dans ses tweets ou dans ses messages dans Facebook, dans ses posts. Pourquoi? Parce qu'il considère que la fonction de chef d'État prime sur le statut
de citoyens sénégalais ou d'hommes politiques. Et donc il met en avant sa stature de chef d'État, de président de la République. Et c'est pourquoi tous ces messages sont essentiellement d'ordre institutionnel. Alors, évidemment, le président a des sentiments, il a des émotions. Il peut s'émerveiller comme toi et comme moi. C'est un homme qui jovial, qui aime rire, qui comme aime... il peut s'emporter également, parce que bon, sur certaines questions, on dit que le président il s'emporte pas. Non, il s'emporte pas. Vous savez, quand par exemple vous me posez une question, la réaction en elle-même, elle peut être rude sans être nerveuse. C'est des techniques de communication. Oui, c'est-à-dire c'est pour mettre un terme à un débat. Mais ce n'est pas de la nervosité ni de l'emportement. Certains, après la conférence de presse qu'il a tenue, je le rappelle, c'était le 1er janvier au Palais de la République, où il a invité certains confrères de la presse nationale, privée entre autres. On l'a entendu, par exemple, répondre à une question d'un journaliste sur le ministre de l'Intérieur qui doit organiser les élections. Et c'est pour répéter Domokadef, qui est même devenu après, je sais pas, mais c'est pas de l'énervement, c'est pas de l'énervement, c'est juste l'affirmation d'une position. Le président de la République pense qu'aujourd'hui, la démocratie sénégalaise a atteint un niveau, en matière électorale notamment, tel que on n'a pas besoin forcément d'un officier pour organiser les élections. Il y a une maturation de la démocratie sénégalaise. Il y a une maturation des institutions sénégalaises. Il y a une maturation du code électoral et du processus de façon globale qui fait que aucun ministre de l'Intérieur, aucun régime ne peut plus truquer ou voler les élections, frauder les élections au point que les résultats changent. D'abord, nous, ce n'est pas notre vocation. Nous, par principe, nous sommes contre toute fraude électorale. Et nous combattrons toute fraude électorale. Par principe. Et du point de vue des institutions, des mécanismes, des procédures, des lois et règlements qui encadrent le processus électoral, mais il n'est plus possible de faire autrement que de se soumettre aux principes de régularité, de libre participation et de transparence aux élections. Alors, le ministre lui-même ne peut pas primer sur le système. Même s'il est politique. Qu'il soit politique, non politique, il ne peut pas influer sur le système. Il ne peut pas, et je peux vous expliquer pourquoi. Oui, allez-y. D'abord, nous avons une administration, premièrement, qui est tout à fait autonome, indépendante. C'est elle qui a organisé les élections depuis toujours. Et on ne peut pas lui reprocher une quelconque prise de parti, premièrement. Deuxièmement, il y a des procédures tout à fait impersonnelles qui régissent le processus électoral. Et donc ces procédures sont impersonnelles parce qu'elles ne dépendent pas de moi, elles ne dépendent pas de toi, elles dépendent de personne d'autre, ni du président de la République. Quatrièmement, il y a aujourd'hui une transparence qui s'est imposée d'elle-même avec les médias, avec les réseaux sociaux, avec la multiplication des sociétés civiles, avec des sources indépendantes d'information, y compris à l'intérieur de l'administration. Donc s'il y a des magouilles, ces sources indépendantes, des gens même qui sont dans l'opposition, voient forcément qu'il y a des magouilles. Ensuite, mais la société civile était très impliquée aux côtés du Conseil constitutionnel en parrainage, par exemple. Oui, ils étaient là. Bon, même si son rôle n'était pas très... Non, son rôle est d'être là comme sentinelle. Et cette société civile a dit que le parrainage n'a pas été un échec. Même s'il y a des choses à revoir. Oui, mais ça c'est tout à fait normal dans tout processus d'apprentissage. Mais ce que nous gagnons ici est autrement plus important en termes de maturation de notre système démocratique
en termes de parage au risque qui allait nous arriver, est autrement beaucoup plus important que ce que nous perdons avec 140 candidats. Vous savez bien qu'on n'allait pas organiser des élections s'il y avait 140 candidats. Disons 7 candidats, peut-être 5, on reviendra dans... Et puis pour terminer sur ce point, en dehors de la société civile, mais le jour des élections, les observateurs, la presse, il y a les observateurs, il y a la presse, il y a les représentants des partis qui signent les PV. Avant, il y avait la chaîne du commandement territorial qui prenait les PV, qui amenait par-ci, par-là, ainsi de suite, jusqu'à la Commission nationale de recensement. Mais bien avant cette procédure légale, les journalistes avaient déjà presque les résultats. Ils ont diffusé déjà les résultats. Mais donc, où est le problème? On reviendra sur cette question. Où est le problème? Ce sera dans la seconde partie de votre émission. Toute la vérité, je le rappelle, nous sommes ici au Méridien Président, ou ex-Méridien Président King Fahd Palace. Notre invité, El Hadj Hamidou Kassé. A tout de suite, nous retrouvons le service. Dimanche, vous aviez promis qu'une fois élu, vous allez régler les problèmes de l'école. Dès à présent, je demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises. Sénégal. Merci beaucoup. Affaire de bida bi nu war gas suul ñun ñëpp benn lañu. Les batailles. Ñu ngi toujours Ngor mais bi yoon ci centre de vote Alieu Samb. Demandez à Macky Sall de visu de quel droit il fait circuler. ñu nekk fii ci li Touba. li nga xamante ne moo di 18 safar. Sen TV, bienvenue chez vous. Sen TV, bienvenue chez vous. Merci de nous retrouver. La seconde partie de votre émission Toute la vérité. Je le rappelle, notre invité aujourd'hui est El Hadj Hamidou Kassé, ministre conseiller chargé de communication du chef de l'État, de la présidence de la République. El Hadj, on parlait tout à l'heure de cette élection présidentielle et surtout ces bruits, puisqu'il y a eu beaucoup de bruits, notamment autour du parrainage, un système décrié par une bonne partie de l'opposition, pour ne pas dire l'opposition significative, même si finalement on va se retrouver sensiblement avec 7 candidats en lieu et place des 100 et quelques qui s'étaient inscrits pour la présidentielle. Donc un système qu'il faut peut-être perpétuer. Mais d'abord, je pense que tous les Sénégalais doivent s'en féliciter. Parce que simplement, on allait assister à quelque chose d'extraordinaire dans ce pays. C'est-à-dire à la plus grande crise institutionnelle de notre histoire. Pire que celle de 1962. Pourquoi? Parce que, matériellement, on ne peut pas organiser une élection présidentielle avec 140 candidats. Et je vais vous révéler quelque chose. Il y avait bien des acteurs qui étaient prêts à financer une 60aine de candidatures. Pour dire que la caution ne servait finalement à rien. Qui était prêt à mettre la caution pour une 60aine de personnes au moins. De l'opposition? Oui. Des relais, des chevaux de Troie. Et ce n'est pas de la spéculation. C'est un fait. C'était pour déstabiliser finalement. Mais parce qu'il fallait déstabiliser, parce qu'il y a des le pays ou le régime. Il y a des acteurs qui ne veulent pas d'élection. Il y a des acteurs qui ne veulent pas d'élection dans ce pays-là. Et qui sont toujours partie prenante de ces élections. Mais qui sont encore là dans l'espace. Mais là, le parrainage, heureusement, a permis d'avoir un filtre démocratique. Je dis bien démocratique. Parce que ça, c'est comme un premier tour. C'est des primaires. C'est des primaires. C'est des primaires. Et en adoptant le parrainage, le peuple sénégalais s'est rendu, parce que c'est à travers sa représentation nationale, sa propre souveraineté.
m'exprime bien, le peuple sénégalais s'est rendu ou a reconquis sa propre souveraineté sur le processus électoral. Même si certains de l'opposition, surtout des candidats à la candidature qui ont été écartés par ce premier filtre, crient à la forfaiture aujourd'hui. Mais vous savez, c'est de bonne guerre. Moi, j'appelle tous ces candidats recalés à considérer que c'est ainsi qu'est faite la vie démocratique. Mais certains soupçonnent, par exemple, après les propos du Premier ministre qui disait, je rappelle Mahamat Boun Abdallah Dionne, qu'on va se retrouver avec 5 candidats, que finalement on est sur ça. Non, ça c'est juste, il y a des gens qui ont voulu utiliser ça pour décrire, et non. Ça n'a strictement rien à voir parce que simplement le Premier ministre parlait dans un contexte. Par pur hasard. Si vous regardez les résultats des élections législatives, elles reflètent les résultats des parrainages reflètent exactement les résultats des élections législatives. À quelques différences près. Un Pape Diop qui n'est pas candidat, mais il n'avait pas 1%, qui avait quand même des députés, ou qu'il avait également à l'Assemblée nationale des députés, des maires, vous savez, le 1%, il y avait 7 listes qui avaient franchi le cap de 1%. 7 listes sur 47 listes. Avec la loi du plus fort reste qui se sont retrouvées à l'Assemblée nationale. Je vous dis bien, il y avait 47 listes. Il y a juste 7 listes qui ont franchi la barre de 1%. Du 1%. Premièrement. Deuxièmement, il n'y avait que 5 listes qui étaient au-dessus de 1%. C'était Benno Bokk Yakaar, c'était la liste dirigée par Wade, le président Wade plutôt, excusez-moi, c'était la liste Taxawu Sénégal, c'était la liste de PUR, n'est-ce pas? Bon, pour l'essentiel, qui ont dépassé la barre de 1%, pour l'essentiel. Mais tout le reste, c'est pourquoi tout le reste, c'était 0,quelque chose, moins d'1%. Mais je ne minimise pas ça, mais je rends compte juste de ce qui s'est passé. Je pense que c'est une excellente chose qu'ils aient participé aux élections législatives, mais les résultats c'était ça. Et le parrainage reflète à peu près les résultats des élections législatives. C'est pourquoi le PM, dans une de ses adresses à ses militants, il a fait référence à ça. Mais malheureusement ou heureusement, qui aujourd'hui détient les résultats du parrainage. Non, mais moi je me félicite de ces résultats-là. Pourquoi? Parce que il y aura plus de lisibilité dans le champ politique. Parce que le peuple sénégalais aura sanctionné les uns et les autres, positivement ou négativement. Maintenant, j'appelle ceux qui n'ont pas eu suffisamment de parrains à savoir que la vie politique démocratique est ainsi faite. On perd, on gagne. Maintenant, c'est le temps des jeux d'alliance peut-être. Oui. Et moi, je pense que l'essentiel d'entre eux devrait penser venir appuyer le président de la République parce que simplement le président est dans un combat pour la nation sénégalaise, dans un combat pour le peuple sénégalais. Il s'agit un peu d'une certaine propagande, mais justement, parlons de cette propagande, ou en tout cas de ce rappel fait par le CNRA. Vous êtes journaliste de formation, de profession également. Est-ce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des mesures un peu trop obsolètes dans la mesure où, on le sait, la presse de manière générale doit informer et s'informer? Non, si la loi dit qu'il ne faut pas faire la propagande, moi je suis d'accord avec la loi. Je fais plutôt ce que la loi me dit, même si je ne suis pas d'accord avec la loi. Parce que pourquoi je le dis, vous êtes conseiller en communication du chef de l'État. Vous êtes journaliste de profession, je dirais, de formation. On va par exemple vers une série d'inaugurations, vous y serez sûrement, du chef de l'État, certaines infrastructures et autres qui seront inaugurées. Il y a le terrain. C'est pas de la propagande, l'inauguration. Est-ce que l'inauguration, c'est pas de la propagande? Jusqu'à plus. Mais le traitement de l'information qui sera fait de cette inauguration. Le traitement, c'est que les gens vont dire que le chef de l'État, on ne dit pas le candidat Macky Sall, le chef de l'État a inauguré le train express régional le 14 janvier prochain. Même s'il y aura des pancartes de
ses souteneurs politiques qui seront visibles, notamment parce que la loi certaines s'adresse chaînes à que je voudrais citer. La loi s'adresse à vous, journalistes. Tout le monde y compris. Oui, mais elle s'adresse d'abord à vous. C'est-à-dire que vous ne devez pas être des supports de propagande. C'est valable pour la presse nationale comme la presse privée, oui, la presse toutes les presses dites gouvernementales. Oui, oui, mais ils rendent compte de l'actualité, un point, un trait. D'où la question. C'est la même chose, c'est la même chose avec les choses, finalement. Le Soleil, la Tribune, l'Observateur, Sen TV, etc. C'est d'abord des médias, ils rendent compte de l'actualité, n'est-ce pas? Ils rendent compte de l'actualité. Donc si le président inaugure, ils rendent compte. C'est pas seulement le terre que le président va inaugurer. Il sera à Guédiawaye, par exemple, le 18 pour une grande mosquée. Il va inaugurer le pont sur le fleuve Gambie. Le fleuve Gambie, tout à fait, entre la Gambie et le Sénégal. Il va inaugurer des routes, il va inaugurer énormément, beaucoup de choses. Et ça, c'est tout à fait normal. Il se précipite pour inaugurer avant le 24. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est dans le temps. Mais il fait des travaux qui sont achevés. Et on veut qu'il n'inaugure pas. Mais c'est un chef d'État, c'est un président de la République. La vie continue et surtout son institution demeure. Mais la vie continue, mais lui, il demeure le président de la République. Jusqu'à ce que la loi change les règles du jeu en disant que bon, à un mois des élections, le président de la République doit cesser toute activité régalienne. Mais la loi ne le dit pas. Donc il doit exercer ses fonctions de chef d'État, de président de la République jusqu'au bout. De la même manière qu'il veille, et ça c'est une fonction régalienne, sur la régularité des élections, sur la transparence des élections, et sur la paix qui doit... Avant et après. Avant et après les élections. Ça c'est des fonctions du chef de l'État. Et Inch'Allah, le président Macky Sall, je le rappelle, est attaché à la régularité des élections. Et ça, je le dis solennellement, Dieu m'est témoin, à la transparence des élections, à la paisibilité de l'espace de manière générale, de façon générale. Et Inch'Allah, tout va bien se passer. Alors, on oublie souvent qu'au Sénégal, à chaque veille d'élection, il y a beaucoup de tensions, de la surenchère, des bravades. C'est normal. C'est le contraire, moi, qui m'aurait étonné. Parce que nous sommes quand même témoins de ce qui se passe dans ce pays-là, en matière électorale, depuis au moins 1978, oui, même si nous étions gamins. Il est quand même assez constant de voir que c'est peut-être l'une des rares fois que l'on retrouve, par exemple, 25 candidats de l'opposition se liguer autour d'un concept et dire que ces élections-là risquent de ne pas être transparentes. Pratiquement tous ceux de l'opposition dite significative. Oui, attendez, mais bon. C'est de bonne guerre aussi. Oui, c'est de bonne guerre. Moi, je respecte ceux qui ont été recalés au parrainage. Franchement. Parmi ces 25, il y a ceux qui sont également candidats, par exemple le PASTEF, le PUR, le Maître Madické, entre autres. Oui, mais attention, parmi les recalés, par le parrainage, il n'est pas dit que tout le monde va être dans un truc de l'opposition, non. Certains vous ont même rejoint. Mais oui, certains vont nous rejoindre, Inch'Allah. C'est tout à fait normal qu'ils se présentent. Est-ce que ce n'était pas des candidats du palais, comme on dit? Ils se disent, ils regardent les candidats qui restent. Mais ils peuvent choisir le meilleur d'entre eux. Ce n'étaient pas des candidats du palais, comme on l'a soupçonné par exemple durant les élections législatives en disant que certains... Si les 25 étaient des candidats du palais, vous croyez qu'on en serait là? Si nous avions la possibilité de faire passer des candidats, d'abord on n'allait pas le faire. On n'allait pas le faire. Mais ensuite, ce serait même, ça aurait été tout à fait fallacieux de le faire, parce que si on l'avait fait, ces gens n'allaient pas lancer des missiles tous les jours. Donc ce que je veux dire, c'est que ça aussi c'est la politique, c'est le champ politique. Mais je suis absolument sûr que parmi eux, certains vont venir soutenir notre candidat. Ça c'est clair. Pourquoi? Parce qu'ils auront fait le tour de tous ceux qui ont été retenus et ils vont trouver que le président Macky Sall, d'abord du point de vue du profil, il est imbattable. C'est un homme, c'est le plus expérimenté.
Et ça, je le dis en toute humilité, en toute modestie. Sur le plan politique Sur le plan politique et de l'expérience gouvernementale. D'accord. Ah oui. Ensuite, c'est quelqu'un qui rassure. Les anciens premiers ministres sont... Mais non, les anciens ministres, entre autres. Mais non, mais attends, qui d'entre eux a été directeur général, conseiller spécial, ministre conseiller, ministre, avec des postes comme ministre de l'Intérieur, hydraulique, énergie, sport, les gens l'oublient très souvent, etc., etc. Alors, collectivité locale, qui était rattachée au ministère de l'Intérieur, ensuite Premier ministre, ensuite président de l'Assemblée nationale. Directeur de campagne de l'ancien chef de l'État. 2 fois directeur de campagne et tête de liste aux législatives. Ensuite maire. Mais qui a... Vous rejoignez ce qu'il disait il y a récemment qu'il n'est plus Ndongo Dara, mais Serigne Dara maintenant. Mais il est Serigne Dara. C'est pourquoi je vous dis, le président, c'est aussi un homme qui aime le contact, il est jovial, il aime rire avec les gens, il aime voilà, des atmosphères détendues, et ainsi de suite. Donc quand il le dit, c'est juste une métaphore, une manière de parler, mais en dehors de son profil propre, avec tout ce que je viens de dire, mais c'est aussi un homme très mesuré. Vous prenez notre coopération sur les questions pétrolières et gazières avec la Mauritanie, mais il a fallu avoir énormément de tact pour passer le cap de la signature de la décision, de l'adoption de l'accord final d'investissement. Entre le Sénégal et la Mauritanie. Oui, parce que le président... Parce qu'il s'agissait de ressources à partager entre les deux pays. Mais oui, et le président a conduit le processus avec son homologue mauritanien. Ils ont été éminemment responsables sur cette question. Parce que s'ils n'étaient pas responsables, cette question allait provoquer peut-être même une guerre entre nos deux pays, ce qui n'est pas du tout souhaitable. Donc ils ont assuré à ce processus de négociation vraiment... ils ont assumé une haute responsabilité et il faut les en féliciter. Donc je disais... Vous peignez le chef de l'État comme un homme... Bon, c'est vrai que la perfection n'est pas ce monde. Il n'est pas parfait. Mais on a l'impression que, en tout cas, c'est l'un des meilleurs ou le meilleur. Non, c'est le meilleur des candidats. Oui. C'est la vérité. Mais ensuite, il a un bilan élogieux, même si énormément de choses restent à faire. Il y a beaucoup de bruit dans ce bilan, par exemple... sur cette cacophonie qu'il y a autour de ces 94 milliards, entre autres. Ce sont des tâches qu'il faudra effacer ou est-ce qu'il y a des explications à donner? Attention. Vous avez aujourd'hui un homme politique qui a parlé de 94 milliards. Ok? Et qui non, attendez. Oui. Il n'y a pas que ça. Il y a un journaliste qui a dit que cet homme politique est mouillé jusqu'au cou dans cette opération. En l'occurrence, Madiambal Baldiagne, concernant... Oui, mais il l'a dit. Ils n'ont qu'à organiser un débat. Et Ousmane Sonko. Ils n'ont qu'à organiser un débat entre eux. Je pense que ça va clarifier les choses. Donc, il ne faut pas parler du président Macky Sall dans cette affaire-là. Encore que... sous son régime. Bon, même si on peut ne pas directement lui imputer la responsabilité. Mais celui qui a fait cette accusation n'a pas dit que, finalement, que le directeur des domaines lui-même a reçu de l'argent. Il ne l'a pas dit. En tout cas, dans la dernière version, il ne l'a pas dit. Mais l'option du palais, de manière générale, c'est que tout soit clair dans la gestion absolument de manière générale des deniers publics. Donc il n'y a pas que ce que l'homme politique a dit, il y a ce que le journaliste a dit. Il faut les confronter pour que la vérité jaillisse. Et d'ailleurs, ce que le journaliste a dit est autrement plus grave. Parce qu'il s'agit d'une confusion extraordinaire d'intérêts. Si ça s'avérait, moi je ne connais pas le fond du dossier. Donc, en toute honnêteté, Dieu m'est témoin, je ne me prononce pas sur ça. Parce que je ne connais pas tout le fond du dossier. Mais je pense que le journaliste a dit des choses extrêmement graves. Et je pense que c'est à l'homme politique de se justifier, d'apporter la clarification. De la même manière que l'homme politique doit apporter des clarifications sur ses connexions, selon les médias, avec une société pétrolière, une compagnie pétrolière qui a
chercher un relais pour la redistribution du pétrole sénégalais. Il faut que l'homme politique réponde de façon précise. Et c'est des documents à l'appui qu'un journal que je ne nommerai pas a publié aujourd'hui. C'est ça. Le bruit. Maintenant, il y a des gens qui ajoutent du bruit au bruit pour prolonger le bruit et qu'il n'y ait aucune clarification autour du premier bruit. Nous, en tant que spécialistes en communication, on connaît très bien. Notre antenne est ouverte justement à ces deux. Aujourd'hui, il s'agit de Ousmane Sonko, il s'agit de Madiambal Diagne, peut-être de Mamoud Diallo. Pourquoi pas un débat qu'on organisera si ces différentes personnes sont d'accord. Je vous encourage. Oui, alors, El Hadj Kassé, toujours concernant la politique, aujourd'hui on va vers des échéances électorales. Vous l'avez dit, peut-être qu'il y a une certaine tension ambiante, mais que tout se terminera en beauté. Certains pourtant demandent à l'opposition et surtout aux candidats de l'opposition d'aller vers le boycott. Une bonne manière, est-ce que vous envisagez ce scénario? Nous n'allons pas boycotter les élections. Attendez, pour quelque raison que ce soit. Et nous sommes conséquents. Vous savez, en 2011, lorsqu'on se battait contre la candidature illégale, inconstitutionnelle du président sortant, en l'occurrence le président Abdoulaye Wade, d'ailleurs que nous n'avons jamais insulté, que nous avons traité comme ancien président de la République, pour qui nous avons beaucoup de respect. Maintenant, c'est un adversaire politique. Donc, quand on se battait contre sa candidature illégale, inconstitutionnelle, nous avons dit, bon, si le Conseil constitutionnel valide la candidature du président sortant, même s'il n'en a pas droit, nous allons tout de même participer aux élections. Quand certains de nos alliés dans l'opposition ont refusé d'aller sur le terrain, faire campagne, et ils étaient à la place de l'indépendance tous les jours. La place de risque. Bon, il y avait de maigres foules qui allaient avec eux, et puis il y avait des... Vous avez opté pour votre campagne dans le Sénégal. Voilà, il y avait quelques escarmouches avec la police, après ça s'est dispersé. Mais nous, on a dit, s'il est validé, nous allons participer. Et nous avions dit, ce qui a été repris d'ailleurs par un mouvement d'alors, qu'il faut aller massivement dans les urnes, ignorer royalement le bulletin du candidat sortant, voter massivement pour les candidats de leur choix, et au soir du 19 ou du 24, défendre par tous les moyens le suffrage librement exprimé par les Sénégalais. Ça, c'était notre combat. Donc, et c'était notre ligne. Donc, nous ne boycottons pas les élections. Nous allons participer aux élections et nous y allons en mettant toutes les chances de notre côté pour la gagner. Libre aux autres de boycotter? Libre à chacun qui veut de boycotter. Ce ne sera pas un recul de la démocratie, le fait de se retrouver avec un candidat. Le boycott est une possibilité. Que vous intégrez? Ah oui, le boycott est... Non, je veux dire, le boycott est un droit. Tout à fait. Oui, tout à fait légal. Quelqu'un peut Mais boycotter. vous ne l'envisagez pas, vous, de la présidence, notamment du parti au pouvoir? Notre candidat ne va pas... Non, on ne peut pas boycotter les élections. Non, vous l'envisagez de l'autre côté? Mais non. Pour le moment, nous ne travaillons pas sur ces hypothèses. Pour le moment, nous sommes en train de travailler sur un scénario. Le scénario, c'est de poursuivre le partage de notre bilan sur tous les plans. Partage avec les Sénégalais. Les jeunes, les femmes, les travailleurs, les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs, etc. On partage avec les gens notre bilan. Et ça, c'est un travail que nous faisons tous les jours sur le terrain. Pas seulement dans les médias, mais sur le terrain. Nous sommes en contact permanent avec les populations, sur le terrain. Parce que c'est ça la politique aussi. C'est pas ce que je suis en train de faire qui est important,
mais qui n'est pas plus important que l'action sur le terrain, le débat direct, la discussion directe avec les populations. Donc nous partageons notre programme. Nous sommes en train également de partager le nouveau projet, la nouvelle offre, notamment les 5 grandes initiatives, comme l'industrialisation, etc. Ça, et les dans 3 le PSE2 également. Voilà, et les 3 grandes initiatives. OK, zéro déchet, entre autres. Voilà, entre autres, zéro bidonville, des villes créatives, etc. Nous sommes en train de partager tout ça. Et nous sommes en train d'organiser nos électeurs, de discuter avec les indécis, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas encore pour qui voter, n'est-ce pas, d'encadrer tous ces électorats-là, de les faire voter le jour. Il ne suffit pas simplement de mobiliser les gens. Faut les pousser à voter. Il faut les amener à voter le jour des élections. C'est comme ça qu'on gagne. Et nous sommes en train de faire tout ça. Il ne s'agira pas de prendre des carapés ou Ndiagandiaï pour y mettre aux électeurs, mais de leur demander d'aller voter tout simplement. S'il faut le faire, on le fera. Pourquoi pas? Si par exemple, entre le lieu de résidence et là où ils doivent voter, parce que vous savez, maintenant on a communalisé, c'est la communalisation universelle. Donc il y a, bon, dans chaque village certainement un bureau de vote, mais si par exemple des gens ont besoin de moyens de transport pour aller voter, ils vont voir entre eux, ils vont se cotiser, ou nous, vous allez mettre les moyens, parti, en tout cas pour le directoire de campagne va mettre des moyens à leur disposition. Ça se fera au palais, puisqu'on le sait. Comment? Le palais est devenu le siège de Benno. Benno? Pourquoi? On le dit. En tout cas, hier, par exemple, vous aviez eu le siège de jeudi une réunion au palais. Des rencontres se font très souvent entre le chef de l'État, président et candidat de Benno. Mais ça n'en fait pas un siège de Benno. Vous savez, le palais, il y a le palais où habite le président de la République. Ce sont ses appartements privés. Oui, mais donc des gens peuvent venir là-bas. Moi, ça ne me gêne pas. Et il y a la présidence de la République qui est l'institution. Qui est l'institution. Donc il faut savoir faire la part des choses. Il faut discerner. Maintenant, le siège de Benno se trouve à la SICAP Gédo. On le connaît. Bon, nous, le siège de campagne va être au siège de l'APR, que nous sommes en train de finaliser, dont la construction est en train de d'être finalisée sur la route de Ouakam. On va vers la présidentielle. Est-ce qu'on peut le dire d'ores et déjà? Macky Sall, chef de l'État sortant, est prêt avec ses partenaires, les autres partis politiques. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous avons une très grande coalition, la plus grande coalition politique de l'histoire de ce pays. La plus grande coalition politique de l'histoire de ce pays, où vous retrouvez toutes les familles politiques sans exception. En tout cas, toutes les familles politiques qui ont fait l'histoire du Sénégal. On parle d'un monstre dans Benno Bokk Yakaar dans ce sont des libéraux, ce sont des socialistes, des néo... Non, il y a des libéraux. Néo cela. Il y a des libéraux, il y a des sociaux-libéraux, il y a des communistes, il y a des socialistes, il y a des social-démocrates. Benno, c'est un patchwork. Benno, pour prendre vos termes culturels. C'est une coalition arc-en-ciel. C'est-à-dire des leaders et des militants qui ont accepté de se surpasser pour travailler main dans la main pour le pays. Et c'est parfaitement possible et nous l'avons fait. Parce que quand même, cette coalition, elle est là depuis 2012. Pourquoi elle a résisté aux intempéries? Pourquoi elle a bravé les vagues pour rester encore debout dans la construction de notre pays? C'est parce que simplement, comme le disait le président lors de l'investiture plutôt, chacun a accepté de céder une part de lui-même pour que le projet collectif puisse se construire. Et le projet collectif s'est construit. Je rappelle une citation que le président Macky Sall aime beaucoup du président Nelson Mandela. Nelson Mandela, en sortant de Robben Island, la prison où il a passé le plus clair de sa vie, il a dit: j'ai peur de retourner en prison, celle de mon incapacité à pardonner. Parce que la haine est une prison, l'aigreur est une prison,
La rancune est une prison. Ce qui n'est pas son Et cas. tout son souhait était de sortir de cette prison-là. Et c'est une prison redoutable parce qu'on y est sans savoir qu'on y est. C'est encore pire. Et c'est pourquoi Benno Bokk Yakaar est, à mon avis, le symbole de ce que Nelson Mandela disait. Cette capacité des uns et des autres à sortir de la prison de leur égoïsme et de leur individualisme pour se mettre au service de leur pays. Alors la dernière et question. c'est pourquoi nous avons eu d'excellents résultats. La dernière question, et on va terminer sur ça. Pour assurer tout le monde, ce sera la dernière élection pour le président sortant, Macky Sall, quelle que soit l'issue du vote. Non, mais le président, c'est lui-même qui est à l'origine de la réforme constitutionnelle, notamment sur le mode de scrutin, sur le scrutin présidentiel. Il a dit pour éviter à notre pays des crises et des crispations, le mode de scrutin est verrouillé. Le mode de scrutin est verrouillé. Il n'est même pas susceptible de changement. Ce sera vraiment en cas. C'est toujours deux tours. Le mode de scrutin. En cas de premièrement, deuxièmement, oui. Ce sera son dernier mandat. La durée du mandat ne change pas, c'est 5 ans. Renouvelable une fois. Renouvelable une fois. Et on ne peut exercer que 2 mandats successifs. Que ce soit 7 ans et 5 ans, 5 ans et 5 ans, on ne peut exercer que 2 mandats successifs. Ce sera son dernier et troisièmement, mandat en cas de victoire. c'est le nombre de mandats. Voilà. Et donc, Macky Sall assume la séquence 19-24, donc de 2019 à 2024. Il va mettre en œuvre la deuxième phase du PSE. Il va accélérer l'industrialisation du pays. Il va poser les bases maintenant, plutôt rendre plus robustes les bases de l'émergence, la transformation structurelle de l'économie du Sénégal, la promotion du capital humain, le renforcement d'un environnement de sécurité, de paix, de gouvernance et ainsi de suite. Il termine son mandat et puis il en a terminé. Oui. Maintenant, moi je convoite le bon Dieu que quelqu'un issu de la grande coalition victorieuse de Benno Bokk Yakaar mais prenne le relais après 2024 pour continuer. C'est en tout cas le souhait, pas seulement de El Hadj Kassé, mais peut-être aujourd'hui sûrement du président sortant Macky Sall. Absolument. Merci à vous, El Hadj Hamidou Kassé, je le rappelle, qui est un doyen de la presse, mais également invité aujourd'hui en tant que ministre conseiller, porte-parole du chef de l'État Macky Sall. On va vers des élections que nous souhaitons tous en tant que Sénégalais, qui seront libres, transparentes et surtout sans aucune tension. Merci également à vous autres téléspectateurs de la Sen TV, sans pour autant oublier de remercier l'antre qui nous a abrités aujourd'hui. Il s'agit du King Fahd Palace et notamment la direction générale, Monsieur Pierre Mbow, qui est le directeur de l'exploitation, ainsi que Adama Kane, attaché de direction. Merci à vous et à notre équipe technique. Dimanche prochain, un autre numéro de Toute la vérité. Merci. Merci. Sen TV, bienvenue chez vous. Dimanche, les candidats, abstenez-vous. Vous aviez promis qu'une fois élu, vous allez régler les problèmes de l'école. Dès à présent, je demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises. Sénégal. Merci. affaire bi daal lu war gas suul ñun ñëpp benn lañu. ñu ngi toujours Ngor mais bi yoon ci centre de vote Alieu Samb. Demandez à Macky Sall de visu de quel droit il fait ce qu'il est. ñu nekk fii ci li Touba. li nga xamante ne moo di 18 safar. Sen TV, bienvenue chez vous.
mbokk yi asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey nag ñu ngi koy seq ak président Madické Niang maître Madické Niang nag président ñu bëree bëri itam jàpp nañ ne sa wàllum parrainage bi nag wut gi gaaw na wut gi dafa gaaw ba ñenn ñi sax di am xel mu teey ne est-ce que Madické mi nekkul ne waa APR dañ koo yebbil ay parrain. wax ju ñaaw duma ko wax mukk jëmale ko si nit Ablaye Wade 85 laa ko jëkk défendre